Jean-Marc Torolion, bonjour. Bonjour. Président de la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Alors avec vous, on va faire un point sur la conjoncture, sur le marché, mais également évoquer les nouveautés comme ce DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui va rentrer en vigueur là au mois de juillet, en ce mois de juillet 2021, et puis bien sûr aborder la politique du logement. Tout d'abord, côté marché, beaucoup de professionnels nous disent que ça se passe plutôt bien. L'activité se porte bien, on vend, on achète des appartements, pas partout, pas au même rythme tout de même. Et d'ailleurs, vous indiquez dans votre note de conjoncture, immobilier 2021, une dynamique en sursis avec un point d'interrogation. Pourquoi? Vous avez des craintes? Alors, incontestablement, on a une dynamique, on est sur un rythme de transaction qui reste très élevé et qui sera vraisemblablement supérieur encore au million cette année. Néanmoins, on sursit parce que je le mets à l'aune également d'une nouvelle loi, la loi climat et résilience, qui va affecter quand même un certain nombre de biens en France, des millions de biens en France, avec des enjeux de rénovation. Donc on sursit aussi parce qu'on est sur une dynamique qui sous-tend qu'on ait de l'offre. Et notre inquiétude, évidemment, c'est de savoir si l'offre, à tout point de vue, va continuer à répondre à cette demande qui est très prégnante. Les indices que nous avons pour l'instant, c'est positif. Au fond, on a un indice d'équilibre du marché entre ceux qui souhaitent acheter et ceux qui souhaitent vendre, d'après le sondage Ipsos que nous avons fait, qui est remarquable. Donc, incontestablement, il semblerait qu'on ait cette appétence. Les secondo-accédants reviennent très fortement. Donc, on sait que cette dynamique de revente pour acheter, elle participe de la dynamique globale du marché. On est bien sur toutes zones confondues. Oui. Donc là encore, c'est remarquable. Ce n'est pas que les grandes villes. Je dirais même que c'est surtout pas les grandes villes. Peut-être que cette dynamique, elle est bien sur tous nos territoires. On y reviendra. Mais pour l'instant, l'activité fonctionne en tout cas. Le marché fonctionne. C'est les retours que vous avez du terrain. Oui. Très bien. Alors, on va voir en image justement. Vous avez préparé avec votre cellule économique, Label notamment. Voilà, on va voir tout d'abord l'évolution des prix. Alors, Jean-Marc Torolion, vous allez commenter. Voilà, on voit les prix quand même qui augmentent assez fortement. C'est significatif sur un an. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'effectivement, on constate sur 3 ans la hausse. Donc, on voit qu'on est sur France entière sur une hausse de 5,1%. Mais si on devait regarder qu'une seule chose dans ce tableau, c'est les maisons. Plus 5,2%. Et quand on compare par rapport aux années précédentes, remarquons que pour la première fois, les maisons augmentent plus que les appartements et que l'augmentation est du double de celle de l'année dernière en taux. Et ça rejoint également une dynamique de marché que l'on a bien vue. Les transactions en France de maisons ont pris 3 points supplémentaires à 58% des transactions qui concernent la maison individuelle. Et nous avons également... Par un autre sondage, nous savons également que 64% des Français, en fait, qui sont en recherche d'un bien, recherchent une maison. Remarquons également la province avec plus 5,7%. Donc on voit bien que cette dynamique, elle n'est pas sous-tendue par telle ou telle région, mais qu'on est bien sur une hausse qui concerne tous les territoires. Tous les territoires. On va voir d'ailleurs la slide suivante et notamment... Voilà. Alors là, on voit, notamment, il y a un comparatif avec la hausse des prix. On voit Paris, on voit ce que vous appelez le top 2 des 10 principales villes. Après, il y a les 50 villes et puis les zones rurales. Est-ce que vous pouvez le commenter? Ah oui, alors ça rejoint tout à fait ce que je disais précédemment. Ce qui est assez frappant, c'est que la hausse des villes moyennes, elle est 2 fois supérieure à celle que nous constatons dans les capitales régionales. Dans les 11-50 villes, c'est bien les villes moyennes, plus 7,2%, c'est assez remarquable. Et pour la première fois depuis 10 ans, dans les 28 000 communes rurales de France, nous avons une hausse des prix cette année. Même si elle ne rattrape pas, comme on peut le constater, cette baisse sur 10 ans de 8,1%, on voit bien que nos zones rurales suscitent également une tension maintenant sur les prix. En tout cas, on a une demande qui est très présente, encore une fois, sur tous les territoires. Et si on devait retenir finalement une seule chose, c'est qu'on a bien le segment de la ville moyenne et des zones rurales qui est en plein boom. Donc l'attractivité, là aussi, on en a parlé beaucoup depuis nos expériences de confinement, des villes moyennes, les zones rurales. Et puis Paris, alors vous indiquez, bon, alors les notaires, eux, disent que ça a baissé, ça remonte un tout petit peu, d'après les actes authentiques de vente des notaires. Vous vous dites,
Paris, ça y est, alors c'est pas énorme, mais il y a quand même, ce que vous constatez, une légère baisse de prix. Voilà, alors attention, on est à fin mars 2021. Constatons simplement un tassement des prix aujourd'hui. On sait que, effectivement, beaucoup de Parisiens ont quitté la capitale. On sait que le solde migratoire, en réalité, de la capitale est négatif depuis très longtemps. On sait également que le marché de la location et des investisseurs souffre un petit peu du fait de l'absence de touristes et du fait du retrait notamment des étudiants pendant cette période de confinement. On sait aussi que le télétravail, qui concerne en particulier toute une population de cadres, est susceptible de rebattre un petit peu les cartes dans cette capitale. Je ne tire pas de conclusion à ce stade-là. Simplement, c'est la cohérence de ce que nous constatons, la capitale qui baisse, les grandes villes, nos grandes métropoles qui ont encore une hausse, elle est malgré tout 2 fois inférieure aux villes moyennes, un retour sur les zones rurales. Tout ça dessine quand même une architecture de la demande. Voilà, et juste pour préciser, donc sur les 10 plus grandes villes de France, hormis Paris, donc ça concerne, c'est Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux et Lille. Voilà, on va voir le slide suivant sur alors l'offre de logement. Alors, on dit qu'il y a une pénurie de biens. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une concurrence parce que d'un autre côté, les transactions sont toujours élevées? Mais alors, est-ce que vraiment il y a une pénurie de biens? Alors, vous avez raison Olivier, je pense qu'il faut poser la question. Il n'y a pas d'effet de stock, mais est-ce que ça ne veut pas dire au fond que le stock tourne très vite, donc il y a un aspect de pénurie? C'est mon point de vue à ce stade-là. Pourquoi? Parce que on a, encore une fois, on mesure l'équilibre du marché. L'équilibre du marché, c'est 58% ou 59% des Français pensent que c'est le bon moment d'acheter et on a 55% des Français qui pensent que c'est le bon moment de vendre. Donc, au fond, ça c'est très important. Si on avait des Français qui pensaient que c'était pas le moment de vendre et beaucoup de Français qui pensaient que c'était le moment d'acheter, là, on aurait un indice de pénurie. Or, nous ne l'avons pas. On a un différentiel entre ces deux tendances de 3 points. C'est le plus faible depuis que nous faisons ce sondage. C'est le plus faible. Donc, au fond, sur un indice d'activité élevé, on semble être à un point d'équilibre. Je crois plus à un effet de rotation rapide. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet prix, évidemment, par rapport à cette dynamique de demande, parce que pour des vendeurs dont la certitude est d'avoir des clients, eh bien, la tentation est malgré tout de maintenir et d'être ferme sur ses prix. Alors, vous indiquez l'offre de logement à vendre, c'est-à-dire là, ce sont les nombres d'annonces sur 15 portails Internet, baisse de 26% en France sur 6 mois. 26%, mais regardez en corrélation avec ce que nous disions précédemment, Olivier, 32% en zone rurale. 14% également dans les villes moyennes. Donc vous voyez, comme on dessine là un schéma de cohérence par rapport à ce que nous évoquions précédemment. Très bien. On va voir la slide suivante. Alors là, bon, on a parlé de ça. Est-ce qu'il y a eu un phénomène d'exode urbain? Pas, est-ce que c'est pas un mouvement qui est lent? Parce que la décision, en fait, est lente de quitter aussi une grande ville. Il faut être d'accord avec son épouse, son mari, il faut trouver l'emploi, il y a les enfants, il y a la scolarité, il y a beaucoup de choses. Mais vous sentez, vous, en tout cas, ce mouvement de départ, notamment de Parisiens, vers la province? Eh bien, toujours en cohérence avec ce que nous venons d'évoquer, on a 30% des Français, effectivement, qui ont changé de région et de ville. Mais sur ces 30%, ce qui est intéressant, c'est que on a 22% qui sont allés vers des villes plus petites ou en zone rurale. Et quand on décortique un petit peu sur ces 22%, 13% sont allés en réalité dans des communes rurales, 7% dans des communes plus petites que celles qu'ils ont quittées. À l'inverse, un mouvement de 7% où ils sont allés vers des villes plus grandes. Donc incontestablement, il y a un mouvement. Sera-t-il durable? On va le voir. Vous, votre sentiment, Jean-Marc? La réponse est oui. Oui. La réponse est oui, parce que je pense que au fond, il y a aussi un effet prix qui joue à plein. Je rappelle que la transaction moyenne, elle est quand même de 160 000 €. Elle n'est pas, voilà. Et donc, ça joue à plein. Je pense aussi à une chose, hein, c'est qu'au regard d'un discours ambiant où on a une raréfaction de l'offre, où on lutte contre l'artificialisation des sols, alors même que l'expression et les besoins sont dans le logement individuel, où trouver ces logements individuels, au fond, ces maisons, si ce n'est dans nos villes moyennes et dans nos zones rurales? Donc la réponse est oui. Voilà pour cet aspect, en tout cas, marché. Selon vous, si on fait une projection, les prix, sur l'évolution des prix, ça va continuer à monter comme ça progressivement? Moi, j'ai interrogé tous mes présidents de région et tous me disent que les prix augmentent. Pour la première fois, ils ont même des phénomènes où, au fond,
ils sont un petit peu déstabilisés même quand ils rendent des estimations, c'est-à-dire que on a l'impression presque que le marché les rattrape, et donc on voit effectivement des prix qui augmentent à 2 chiffres en particulier, encore une fois, dans les zones rurales et dans les villes moyennes. Très bien. Voilà pour cet aspect marché. Alors maintenant, on va aborder quelque chose qui va sans doute changer pas mal de choses pour à la fois les propriétaires bailleurs, mais aussi les locataires. C'est le DPE. Alors le DPE, déjà, diagnostic de performance énergétique, qui doit entrer en vigueur au 1er juillet. Il y a des enjeux énormes en matière de performance énergétique, de prise de conscience. Est-ce qu'on va dans le sens de l'histoire ou est-ce que ce serait plutôt une usine à gaz? On va voir votre sentiment, mais voilà, on voit ce nouveau DPE. Là, en image, on a à gauche l'ancien, enfin celui qui est en vigueur, et puis à droite, à quoi il va ressembler, avec notamment des précisions de plus en plus importantes sur la classification, les lettres A à G, ça va prendre de l'importance, mais aussi l'estimation des coûts annuels que l'on voit en bas à droite, où on aura cette notion de prix. La valeur verte des logements, c'est quelque chose d'important, Jean-Marc Torolian. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que le nouveau diagnostic de performance énergétique qui va rentrer en vigueur au 1er juillet et qui sera opposable, va classer les logements, et ce qui est nouveau dans ce classement, c'est qu'il offrira la possibilité de faire ou de ne pas faire. C'est-à-dire que du classement dépendra la possibilité de louer, dépendra le classement d'un logement en indécence, ce qui est totalement nouveau. Ce qui change également dans ce diagnostic de performance énergétique et que l'on voit ici, c'est qu'il y a un effet cliquet avec l'émission de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que je pourrais peut-être être D, mais si mon classement est E, F ou G en émission de gaz à effet de serre, je suis indécent, je ne peux pas louer. Et ce nouveau classement énergétique, au fond, on doit en mesurer les effets de bord. Et je pense que ces effets de bord ne sont pas mesurés. Et ce tableau-là l'illustre. Alors, ce tableau-là l'illustre. Alors, évidemment, c'est un petit peu technique, mais il faut bien que les Français et puis que nos téléspectateurs comprennent. L'électricité, le gaz et les autres énergies, évidemment, le bois et le fioul notamment. Mais ce qui est assez remarquable, c'est regarder dans la lettre A, B et C, dont on pourrait penser que globalement, ces logements sont... Normalement, ils sont au top. Au top. Enfin, ouais, voilà. Eh bien, quand vous êtes chauffé au gaz, il y a 1 million de logements, près d'1 million de logements, qui vont redescendre en D ou qui redescendent peut-être en E. Quand on sait qu'on veut rendre indécent le D dès 2048, on voit bien que l'effet de bord est considérable. On voit que l'électricité a été bien évidemment favorisée. Il suffit de regarder là encore, toujours sur cette même ligne, les 600 000 logements qui deviennent A, B ou C. Alors, derrière ces chiffres-là, ce qu'on ne mesure pas, ou mal encore, c'est les flux, parce que ce ne sont que des résultats, ça ne présuppose pas les volumes qui sont en jeu. Or, on sait qu'on a 800 000 logements à peu près qui vont passer en indécence F ou G parce qu'ils étaient chauffés au gaz ou au fioul. Et qui seront interdits de location. Normalement, c'est à partir de 2028. Ouais. Et on a également 800 000 logements qui, parce qu'ils étaient à l'électricité ou au bois, vont devenir décents. Donc, ces effets de bord ne sont pas mesurés. Et la réalité, au fond, que l'on pressent, c'est qu'on a à peu près 40% du parc, si on inclut les logements qui sont classés E, qui, d'ici finalement 12 ans, seront indécents. Et là, vous voyez, quand on parcourt un peu la France, comme je le fais en allant dans mes assemblées générales, qu'on regarde nos villes et nos villages que l'on traverse, tous ces petits immeubles années 30 que l'on a, eh bien je me dis, comment ils vont faire les Français là? Comment ils vont faire? Et c'est ça qui nous inquiète, et c'est là où effectivement on a un message à la fois fiscal et politique. Vous tirez la sonnette à l'alarme. Ah oui, je dis attention, on a dressé une cartographie un petit peu de ces logements qui seraient indécents. Dans certains départements, c'est 46% des logements qui seront indécents. Je ne voudrais pas que, à côté de la France des Gilets jaunes, on ait demain la France des Gilets verts qui, au fond, vont constater brutalement que louer ce logement, ce n'est pas possible, et que donc la valeur va être affectée. Ce qui en soi est concevable, mais il faut à ce moment-là mettre en place une politique d'accompagnement pour ne pas
que nous ayons une partie du patrimoine des Français qui soit demain en obsolescence programmée. Avec la crainte aussi que certains ne fassent pas des travaux ou laissent littéralement tomber. Dans ce cas-là, on se retrouve avec une pénurie de logements, aussi des logements vacants. La crainte que nous avons, Olivier, c'est que sur les 7 300 000 logements du parc privé locatif, qui est un des piliers de la mobilité des Français, mais le logement social est tout aussi concerné, mais nous ayons près de la moitié de ce parc qui demain soit indécent et inlouable. Ouais. Et que dans certaines régions... Or, ce parc, je le rappelle, il irrigue toute la France. On nous rabâche là un petit peu les institutionnels, mais on le trouve dans chaque département, dans chaque ville moyenne, il y a un parc privé locatif. Et donc, cette diversité de l'offre, son caractère universel sur le territoire, au fond, doit être prise en considération, sachant que 70% du parc privé locatif est en copropriété. 60% a été construit avant 1948. Donc on voit bien aussi que pour le parc privé locatif, l'enjeu techniquement est différent du parc global. Et puis il faut l'unanimité aussi en copropriété, ça ne va pas être simple non plus. Alors il ne faut pas l'unanimité. Pas forcément. Non, plus. Il faut la majorité. 25 ramenée à la majorité simple. Néanmoins, dans les grandes villes, 60% des copropriétaires sont des bailleurs. Ouais. Et donc, ce qui est très important, c'est que les bailleurs soient pleinement associés à ces prises de décision et ça, inciter à le faire. C'est pour ça qu'on a un certain nombre de demandes à ce sujet-là. C'est ce que l'on va voir d'ailleurs aussi, vos craintes dans le dernier slide. Et voilà. Voilà, donc ça illustre tout à fait notre propos. 7 300 000 logements dans le parc privé locatif. Voilà l'état du classement, sans mesurer les effets de bord liés au nouveau DPE. Hein, donc, évidemment. Ça s'est passé parce que je crois que c'est Michael Nogal, le député, qui avait rajouté l'amendement, notamment sur la partie sur la partie E. Voilà. Ça va vraiment être acté ou on peut encore revenir dessus? Moi, je pense que, écoutez, le Sénat propose 2040 et c'est sage. Ouais. Parce que derrière cette volonté-là, il y a une filière industrielle de la rénovation qui doit s'organiser. On voit les conséquences en termes de coût des matériaux. Je ne crois pas qu'elle soit en capacité d'être opérationnelle pour soutenir le rythme de la rénovation qui sera imposé par 2034. Concentrons-nous sur les F et G. Tirons-en déjà des conclusions. Regardons ce qui va se passer et laissons de la visibilité. Pourquoi il faut laisser de la visibilité? Parce que, encore une fois, et le marché et l'industrie du bâtiment vont s'organiser par rapport à ces impératifs-là. Et je crains, moi, un désinvestissement d'une partie des bailleurs sur ces logements-là. Et si nous avons un désinvestissement, c'est un appauvrissement de l'offre de location que nous allons constater. Il ne sera jamais comblé par le logement social, voire même les institutionnels. C'est pour ça aussi que nous proposons d'organiser ce marché du désinvestissement éventuel en le laissant orienter vers la location. Donc on est à mon avis à un carrefour important et encore une fois, dans la rénovation, ce qu'il faut bien comprendre, Olivier, c'est que même si je ne suis pas bailleur, mais propriétaire d'un logement F, G ou E, je vais me lancer dans la rénovation. Donc la demande de rénovation va être très importante. Déjà un engagement, il faut anticiper tous ces mouvements. Il va y avoir une demande assez forte. Quand je suis en copropriété, je suis soit occupant, soit bailleur. Si ma copropriété rénove et est obligée de rénover, ça concerne bien un ensemble. Donc la demande va être forte. Il ne faudrait pas qu'on ait un effet inflationniste exceptionnel sur le coût des travaux lié à un pic de demande par rapport à des échéances qui sont très courtes et qui seraient catastrophiques pour les finances de nos concitoyens. C'est à suivre, en tout cas le message est lancé. Jean-Marc Torolion, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club FNAIM.